cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder ce soir, on vous a réuni 10 histoires bien flippantes. Il y en a pour tous les goûts, certaines sont bien flippantes, alors préparez-vous, prenez votre meilleur café, votre meilleur thé, placez-vous sous votre couette et installez-vous confortablement. Il s'agit bien d'une compilation des histoires qu'on a déjà racontées sur la chaîne, vous êtes très nombreux en commentaire à nous les demander, vous êtes friands des vidéos très longues que vous pouvez écouter avant de dormir, donc ce soir c'est pour vous, c'est cadeau, mais ça n'enlève en rien le thread original qui sortira vendredi prochain sur la chaîne. Sur ces belles paroles, mettez le volume bien à fond et on est parti pour cette première histoire. Dans cette première histoire qu'on s'apprête à vous raconter ce soir, on est en présence de Nina, une jeune lycéenne de 17 ans, alors que son récit se déroule pendant les dernières vacances de la Toussaint. Elle est au terminal au lycée et franchement, elle a énormément travaillé tout le début de l'année scolaire. Il faut savoir que de base, elle n'a pas des très bonnes notes. Étant donné que pour cette année, elle a vraiment redoublé d'efforts, ses parents lui offrent un cadeau pour son anniversaire. Ils vont simplement lui offrir 4 jours de vacances dans une ville française qu'elle ne souhaite pas préciser. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle sera accompagnée de son amie Tara et toutes les deux vont dormir dans un Airbnb dans un quartier étudiant. Les 2 premiers jours se déroulent sans encombre, vraiment. Tout se passe bien, mais c'est la 4e nuit qui va prendre une tournure cauchemardesque. Et la 3e journée, juste avant la 4e, est hyper intense pour les 2 filles. Elles font énormément de visites, elles marchent beaucoup, ce qui va faire que le lendemain, elles dorment absolument toute la journée. Et donc, histoire de ne pas gâcher leur séjour non plus, le soir venu, elles décident de se rendre dans un bar recommandé par un ami. Avant de partir, Tara propose une cigarette à Nina qui accepte. Mais malheureusement, incapable de retrouver les siennes, Nina décide d'aller en demander à son voisin de palier, un homme apparemment séduisant qui aurait 20 ans. Pendant ces 4 jours, elle et sa pote l'avaient aperçu plusieurs fois et à chaque fois, elle se disait que c'était vraiment un giga beau gosse. Et là, à sa grande surprise, lorsqu'elle toque à la porte, c'est un homme d'environ 27 ans qui l'ouvre, dégageant une étrangeté indéfinissable. Malgré ça, et tout de même déter, Nina demande poliment de l'aide pour avoir une cigarette. Mais là, le voisin se met à rigoler de manière ultra inquiétante. Il a des cigarettes et il leur propose d'entrer chez lui, mais sentant le mauvais coup, elles refusent. Voyant leurs réserves, l'homme leur demande de patienter pendant qu'il va les chercher et c'est pendant ce temps-là que les 2 filles voient à travers la porte d'entrée qui est entrouverte le palier de l'appartement. Un frisson glacial parcourt leur corps en voyant que ce palier est rempli de sous-vêtements féminins, mais de petites filles, donc c'est vraiment très glauque. À ce moment-là, les 2 potes se disent tout de suite que l'homme est certainement papa et qu'il a probablement une fille. Mais vu son étrangeté et son allure vraiment pas rassurante et commode, elles ne peuvent pas s'empêcher de penser à la sécurité de cette dernière. Mais bref, finalement l'homme revient, il leur donne une cigarette et les 2 filles partent en soirée. À ce moment-là, toute cette histoire et cette rencontre un petit peu chelou sont un peu derrière elles. La soirée se passe super bien, elles boivent un peu mais avec modération et c'est vers 4 h du mat qu'elles rentrent à l'appartement. Mais juste en arrivant sur le palier de la porte, les 2 amies sont confrontées à une scène d'horreur. Il y a tout simplement une musique qui émane de l'intérieur de l'appartement malgré l'enceinte qu'elles étaient sûres d'avoir éteinte. Nina, qui est décidément la plus sobre du duo, décide de prendre ses responsabilités et de vérifier discrètement. Et la porte entrouverte révèle vraiment une vision d'effroi. Le voisin, torse nu, danse en plein milieu de la pièce. Il a l'air complètement en transe, il bouge de manière vraiment étrange, mais ce n'est pas tout. Par terre, il y a les sous-vêtements des 2 amis qui sont répartis un peu partout dans la pièce, c'est vraiment dégoûtant. Vous commencez donc à comprendre les intentions de son voisin et décidément Nina aussi car elle se glace sur place. Et heureusement pour elle, l'homme ne semble pas les avoir vus. La jeune fille, complètement tremblante, fait donc tout pour refermer la porte le plus doucement possible. Cette dernière grince légèrement et à chaque son de plus, ce sont des frissons d'angoisse qui apparaissent sur le corps de Nina. Heureusement, elle parvient finalement à refermer la porte à clé sans être détectée et avec Tara, elle se réfugie dans l'escalier pour appeler la police. Ces derniers interviennent heureusement rapidement, ils ouvrent la porte et trouvent le voisin tranquillement en train de manger un sandwich dans la cuisine, vraiment au calme.
Tout va se passer très vite, il va être embarqué et les deux jeunes filles vont apprendre qu'il n'a absolument pas d'enfant et que donc il n'avait aucune idée d'où venaient les vêtements retrouvés dans son appartement. Seulement, les mauvaises nouvelles arrivent également. Le lendemain, la police annonce à Nina et Tara qu'ils vont le relâcher faute de plainte formelle. Parce que oui, par peur des réactions de leurs parents, les deux amies ont seulement demandé que le voisin soit retenu jusqu'à leur départ. Elles ne veulent pas que l'affaire s'ébruite et c'est pourquoi elles décident de ne pas poursuivre l'individu en justice. Le soir même, elles finissent par rentrer chez elles, complètement terrorisées par les scénarios qui hantent leur esprit quant à ce voisin et en repensant à ce qu'il aurait pu faire. Nina a également pris soin de laisser un commentaire sur Airbnb déconseillant formellement l'endroit avec le compte de ses parents, prétextant simplement le bruit excessif du voisin. Bref, encore aujourd'hui, elle repense à cette histoire qui les a clairement marquées. Et ce qui est sûr, c'est que les deux filles n'oublieront jamais ce Airbnb qui va continuer à les terrifier toute leur vie. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième histoire qui est vraiment étrange et hyper angoissante. Il s'agit de celle de Lara, une jeune femme de 25 ans vivant en région parisienne il y a de cela environ 9 ans. Au moment où se déroule l'histoire, nous sommes en plein après-midi, un beau jour de mai alors que le soleil réchauffe les rues. Mais l'histoire qui va se dérouler va plonger Lara dans un cauchemar sans nom. Comme à son habitude, elle sort du lycée entre 16h et 17h environ. Le ciel est sublime, aucun nuage à l'horizon et franchement, elle nous le dit, elle est de super bonne humeur. Et alors qu'elle déambule doucement dans la banlieue parisienne, une voiture retient son attention. Jusque-là, rien de très étrange, si ce n'est que Lara trouve la voiture hyper belle. À son volant, un homme au visage complètement ordinaire. Il porte une casquette, il a une barbe soigneusement taillée et des yeux verts qui, elle nous le dit, semblent percer son âme. D'apparence, il a l'air d'avoir dans les 24-25 ans. Vous l'avez peut-être déjà un petit peu compris à ce moment-là, mais Lara le trouve plutôt séduisant, ce qui rend l'histoire qui vient d'autant plus inquiétante. Et finalement, la voiture s'arrête devant elle, et l'homme qu'elle apprendra plus tard s'appeler Karl affiche un sourire chaleureux. Lara ne comprend pas trop ce qu'il fait, et la première idée qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il cherche sans doute son chemin. Et dès que l'individu commence à parler, elle se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est tout simplement un ami du frère de Lara. Semblant un petit peu hésitante tout de même, l'homme insiste en donnant des détails sur la vie de son frère, comme le nom de sa fac, car apparemment ils se connaissent de là-bas. Il donne même le nom de l'équipe de rugby dans laquelle joue son frère, bref, aucun doute, ils se connaissent forcément. Karl, qui franchement est très amical, propose même de raccompagner Lara chez elle. Il explique à la jeune fille qu'il attend un ami à lui à la gare, mais qu'il n'arrive pas tout de suite et donc qu'il a un petit peu de temps devant lui. En plus de ça, il semble savoir qu'elle habite juste à côté et donc ça n'éveille aucun red flag chez Lara en soi. Et vous, est-ce que vous auriez accepté dans ces circonstances? Lara qui, comme on l'a dit, est d'humeur plutôt joyeuse et ne se doutant de rien du tout, grimpe dans sa voiture sans avoir la moindre idée de ce qui l'attend. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à destination. Karl a franchement été sympa et donc Lara lui propose naïvement de lui offrir un verre d'eau. Bien entendu, vous l'imaginez bien, Karl accepte. Et c'est dès cet instant que l'ambiance prend une toute autre tournure. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a personne à ce moment-là dans l'appartement. Ses parents travaillent encore et son frère est dehors avec des amis à lui. Une fois le seuil de la porte passé, l'homme est différent. Il commence à faire beaucoup de compliments sur la jeune fille qui, on vous le rappelle, n'a que 16 ans à ce moment-là. Lara sent qu'il est beaucoup trop insistant, mais malheureusement, elle n'arrive pas à lui tenir tête. Elle le remercie, essaye de changer de conversation, mais elle n'y arrive pas. À un moment, Karl se dirige même vers sa chambre et attrape une robe posée sur son lit. Avec un air machiavélique et ultra creepy, il commence à demander à Lara si elle peut l'essayer. Lara est complètement angoissée, mais malheureusement n'ose rien dire. Le regard de Karl oscille entre la curiosité malsaine et l'obsession. Il n'arrête pas de scruter Lara de haut en bas. Et voyant qu'elle ne veut pas le faire, Karl revient et s'assoit sur le canapé. Redevenant hyper gentil et avenant comme il était au départ, il demande à Lara de venir s'asseoir à côté d'elle. La situation est plus que tendue. Lara hésite, elle ne sait pas quoi faire. Et même si vous tous derrière votre écran, vous êtes certainement en train de lui crier de ne pas y aller, malheureusement elle le fait. Doucement et complètement paniquée, la jeune fille marche vers l'homme qui devient un cauchemar pour elle et s'assoit. Et lui ne prononce pas un mot. Alors qu'il la regarde de la manière la plus flippante possible, il met lentement son bras autour de sa nuque et commence à serrer. Lara est immobilisée, elle sent que son souffle est doucement en train de se couper, mais heureusement à un dernier élan de survie, elle arrive à se libérer de son emprise en hurlant le plus fort possible.
Lara crie de toutes ses forces en espérant qu'un voisin l'entende. Elle crie à Carl de partir en disant que ses parents sont sur le point d'arriver. Et heureusement, c'est apparemment l'argument qui fait que Carl se lève et part de l'appartement en courant à toute vitesse. Terrorisée, Lara s'enferme dans sa chambre et n'appelle malheureusement pas la police. D'ailleurs, tellement honteuse de ce qui s'est passé, elle décide de ne même pas en parler à ses parents. Par contre, elle en parle tout de même un petit peu à son frère le lendemain. Elle lui raconte qu'un certain Carl, semblant le connaître, s'est arrêté hier pour lui proposer de la ramener chez elle. Et en le décrivant succinctement, son frère se pétrifie et lui dit qu'il ne connaît absolument pas cette personne. Et quand vient le moment où son frère lui demande si elle est rentrée dans la voiture ou non, Lara décide de mentir et répond que non, qu'elle n'est pas rentrée. Malheureusement, cette histoire va rester dans l'esprit de Lara pendant des années sans qu'elle n'ose en parler à qui que ce soit. Nous raconter son histoire ce soir est en quelque sorte une libération pour elle qui pendant des années n'a pas arrêté de se demander pourquoi elle était montée dans cette voiture ce jour-là. Cette troisième et dernière histoire, c'est celle de Luc, un jeune homme de 18 ans fraîchement installé dans la capitale française pour ses études. La première chose qu'il nous dit directement pour rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il trouve toujours son réconfort dans les salles obscures des cinémas. Son amour pour le 7e art est si profond qu'il considère ses moments passés à regarder des films comme sa véritable safe place. Et c'est en quelque sorte son refuge dans une vie parfois solitaire. Et il faut avouer que depuis qu'il s'est installé à Paris, il se sent relativement seul. Clairement, il déteste les soirées, il n'aime pas vraiment sortir et tout ça mélangé avec une grande timidité, ça fait que Luc n'a malheureusement pas beaucoup d'amis. Et donc, le soir où se déroule l'histoire, Luc décide d'assister à la dernière séance d'un petit film d'auteur. La salle est presque déserte. Elle est littéralement plongée dans un calme presque surnaturel avec seulement 4 ou 5 spectateurs. Bon, ça ne dérange absolument pas Luc, qui lui n'est là que pour le film. Ce dernier démarre et ça y est, il est complètement transporté dans une tempête d'émotions exactement comme il recherchait. Et c'est à un tel point que l'heure et demie passe à une vitesse folle pour lui. Les lumières se rallument enfin, mais Luc, restant fidèle à sa routine, demeure assis dans le noir, seul avec ses pensées jusqu'à la fin du générique. Vous l'imaginez, tout le monde est déjà parti, il est quand même relativement tard et il n'y a plus personne dans la salle. Enfin, ça, c'est ce que croyait Luc. Parce qu'au bout d'un moment, il se retourne et remarque qu'il y a quelqu'un au bout de la salle. Cette personne est très étrange, il le remarque directement et il ne regarde pas le générique. Il fixe tout simplement Luc droit dans les yeux. Vraiment pas à l'aise du tout, il a même l'impression, vu l'intensité avec laquelle l'homme le regarde, qu'il le fait depuis 1 heure et qu'il n'a même pas regardé le film. Et c'est exactement à ce moment que le voile de la normalité se déchire. L'homme se lève tout d'un coup et s'assoit juste à côté de lui au moment où les lumières se rallument pour de bon et que le générique se termine. Il ne fait absolument rien, il se contente simplement de continuer à le fixer et il lui lâche également un grand sourire. C'est un sourire terrifiant que Luc n'oubliera jamais. Et ça le terrifie d'ailleurs tellement qu'il n'essaye même pas de lui demander ce qu'il veut, il se lève, prend son sac et commence à partir jusqu'au moment où l'homme saisit son bras et lui dit « Reste ». Bien entendu, Luc se libère de la prise de l'homme et sort rapidement de la salle. Et malheureusement pour lui, son calvaire n'arrête pas parce qu'il doit rentrer à pied. Il n'a pas non plus son passe Navigo sur lui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le titre de transport parisien qui permet d'emprunter tous les métros et tous les RER. Son seul moyen de locomotion sont ses jambes et il a une marche solitaire de 20 minutes qui l'attend. Mais même si la tension est montée en lui, il se déstresse une fois dans la rue, se disant qu'il ne craignait rien. Il commence donc à marcher pour rentrer, mais d'un coup, le silence est brisé. Un son assourdissant résonne derrière lui et Luc se retourne pour découvrir l'homme en rouge à une vingtaine de mètres, chantant un genre de chant religieux qu'il n'arrive pas à reconnaître. Et là, c'est plutôt rare dans les threads d'horreur, mais Luc nous a pris une petite vidéo pour nous montrer l'ambiance et avoir un aperçu de ce qu'il a vécu. Comme on peut le voir, l'homme est angoissant, il marche lentement mais de manière bizarre. À certains moments, il se colle contre le mur et semble longer, bref, ça n'a absolument aucun sens, mais ça glace le sang de Luc. Les minutes s'allongent, la distance reste constante, et le mystère de cet homme en rouge persiste. Plongé dans une anxiété grandissante, Luc accélère le pas, mais l'inconnu le suit toujours en chantant.
À plusieurs reprises, le jeune homme se retourne, vérifiant sa présence oppressante, jusqu'au moment où l'homme semble commencer à courir. Luke panique et s'engage dans une course frénétique en se mettant à sprinter pour le semer. Et heureusement, craignant vraiment pour sa vie, il est beaucoup plus rapide et arrive facilement à le semer. Toujours en courant, il arrive enfin devant chez lui, la porte se referme, le séparant de cette énigme nocturne. Et une fois dans sa chambre, la nuit ne lui apporte pas le réconfort attendu. L'homme de l'ombre qui l'avait poursuivi et tant marqué persiste dans ses pensées. Qui était-il? Que lui voulait-il? Luke ne saura certainement jamais les réponses à ces questions et gardera ce mystère enfoui en lui toute sa vie. Cette première histoire se déroule dans une petite ville de Bourgogne, là où une jeune étudiante s'appelant Marine vit seule dans son tout premier appartement. C'est un lieu incroyablement cosy et douillet. Mais bon, en même temps, ça reste un appartement modeste, mais pour elle, c'est son sanctuaire pour se plonger dans les études de langue. Son histoire débute un jour d'automne, pour être exact le mercredi 23 novembre 2022, là où la banalité apparente de sa vie a soudainement été bousculée par un événement étrange et dérangeant. Le jour se lève et Marine, qui adore étudier, a hâte de rejoindre ses cours à la fac. Sa routine la conduit donc de chez elle à l'université. Son trajet dure 30 minutes aller, 30 minutes retour. Bref, une journée tout à fait normale. Et le soir, quand elle rentre, elle se rend compte qu'à son retour, le calme de son nouvel immeuble est troublé par des travaux de rénovation. Il y a beaucoup de bruit, il y a des allées et venues dans les couloirs, mais en soi rien d'anormal à première vue. Et alors qu'elle s'installe chez elle pour rattraper ses devoirs, son attention est captivée par un événement extérieur. Elle entend sa voisine en train d'essayer d'ouvrir la porte de chez elle. On est tous d'accord, rien d'extraordinaire jusque-là. Mais vous allez voir, la suite va devenir très étrange. Parce que le temps semble s'étirer anormalement. La clé rentre dans la serrure puis ressort, et ce pendant un laps de temps très long. Elle ne sait pas pourquoi, mais Marine commence à ressentir un véritable malaise. Et soudain, une révélation glaçante éclate devant elle. Les clés de son propre porte-clés se trouvant sur sa serrure à l'intérieur commencent à s'agiter. La lumière du sas s'allume et Marine se rend compte qu'il y a bel et bien des ombres devant sa porte en regardant sous celle-ci. Aucun doute maintenant, quelqu'un tente d'entrer et de forcer l'accès à son intimité. Marine n'a jamais été confrontée à une situation pareille. Pétrifiée sur sa chaise, elle assiste impuissante à cette scène horrible qui semble durer une éternité. Les secondes s'étirent et Marine n'arrive toujours pas à bouger. La personne se trouvant derrière la porte essaye de jouer avec la poignée, met des petits coups dans la porte pour essayer de la forcer, mais heureusement elle ne cède pas. Et enfin, la danse interminable des clés s'arrête, laissant place à un silence plus que tendu. L'inconnu s'en va et ça, Marine peut le vérifier car la lumière du sas automatique s'éteint. La jeune femme, paralysée, n'ose toujours pas bouger. Les secondes qui suivent sont comme des heures, elle se surprend à scruter la moindre ombre, le moindre signe d'intrusion. Et même si l'homme est parti, elle sent que l'inconfort persiste. Pour elle, ce n'est pas fini, il va forcément revenir. Résolue à découvrir la vérité, elle se lève, même si son cœur bat à la chamade. Sachant qu'il est sans doute en train de descendre, elle regarde par la fenêtre pour voir si elle l'aperçoit et la réponse est oui. Cette personne, c'est un homme d'âge mûr qui semble être au téléphone et qui est clairement habillé en cambrioleur typique. Alors que Marine croise les doigts intérieurement pour que l'homme s'en aille définitivement, une autre personne le rejoint et ensemble ils retournent dans l'immeuble. Quelques secondes plus tard, ça y est, deux hommes sont à nouveau devant sa porte et celle de sa voisine. En regardant à travers l'œillet de la porte, Marine se rend compte que l'homme est agenouillé, essayant un nombre de clés incalculables l'une après l'autre. Bon, Marine, qui est témoin de cette étrange mise en scène, se rend compte qu'elle doit faire quelque chose. Elle doit vraiment annoncer sa présence, crier, appeler à l'aide. Et c'est à l'exact moment où elle se décide à le faire qu'elle entend une porte claquer dans l'immeuble. Ni une ni deux, Marine ouvre brutalement sa porte d'entrée et crie dans la cage d'escalier en demandant de l'aide car elle se fait cambrioler. L'homme à genoux devant sa porte, encore plus surpris qu'elle, a une réaction assez étonnante. Et vous allez voir, ça peut presque prêter à sourire car les yeux grands ouverts fixant Marine tout simplement, il lui dit « Désolé, je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un dans l'appart ». Moins de 5 secondes après, les deux hommes reprennent leurs clés et se mettent à courir dans la cage d'escalier. Marine referme la porte et complètement en proie à l'incompréhension, alerte son propriétaire. Sa réponse ne fait que jeter une lumière inquiétante sur toute cette situation. Apparemment, une autre locataire du même immeuble a déjà signalé une visite similaire. Sauf que dans son cas, c'était encore plus flippant parce que c'était en pleine nuit. Marine est terrifiée par cette nouvelle, ça ne la rassure absolument pas.
Et après que l'histoire soit un petit peu redescendue, Marine appelle son père qui, il faut le savoir, est expert en technique de survie. Et après avoir entendu son récit, il lui prodigue un conseil plutôt original pour le lendemain. Il lui dit de mettre de l'eau devant sa porte par terre dans son appartement juste avant de partir en cours. Tout ça pour qu'elle puisse savoir en rentrant le soir si quelqu'un avait réussi à rentrer chez elle ou pas. Le lendemain, c'est exactement ce qu'elle fait et heureusement en rentrant chez elle, elle ne retrouvera aucune empreinte de pas dans son appartement. Malgré tout, la famille de Marine, inquiète, cherche des réponses, mais le propriétaire n'a que très peu d'informations sur l'intrus mystérieux. Marine, elle, est toujours hyper méfiante, et d'ailleurs elle adopte des précautions dignes des films d'espionnage. Par exemple, depuis cette fameuse soirée, Marine bloque toujours une chaise contre sa porte pour être sûre que personne ne puisse rentrer. Très perturbée, elle n'arrête pas de se demander ce qui s'est réellement passé ce soir-là, d'où provenaient toutes ces clés qu'il essayait sur sa porte et celles de chez sa voisine. Pourquoi pensait-il que l'une d'entre elles allait ouvrir ces portes-là spécifiquement? Qu'est-ce que l'homme aurait fait s'il avait réussi à rentrer? Tant de questions qui malheureusement resteront sans réponse. Pour cette deuxième histoire, nous allons suivre le quotidien de Rémi qui, vous allez le voir, est assez festif. Parce que oui, tout commence le lendemain d'une soirée alors que lui et ses deux amis Tom et Fred se réveillent doucement dans son appartement. Ils n'ont vraiment pas beaucoup dormi, ils ont littéralement fait la fête toute la nuit et donc Rémi nous l'avoue, ce n'est pas la grande forme. Mais bon, il faut se réveiller et s'en remettre, surtout que ses amis ont également des choses à faire. Et donc, après quelques minutes, Rémi se retrouve seul dans son appartement. Mais apparemment, dans ce groupe de potes, la solitude ne dure pas longtemps. Parce que ce n'est que 4 heures plus tard que le destin frappe à sa porte sous la forme d'un message de Tom, l'invitant à une nouvelle soirée prometteuse. Bien que complètement décalé et fatigué, Rémi, qui est attiré par la perspective d'une pool party et d'une énorme fête, accepte quand même. Bon, malheureusement, quant à Fred, il ne pourra pas venir. Ça met quand même un petit coup au moral à Rémi parce qu'il a vraiment l'habitude que ses deux meilleurs potes soient là, mais bon, après tout, ce n'est pas très grave et il viendra la prochaine fois. Les deux potes se retrouvent donc le soir même, vers 21h, devant un restaurant légèrement isolé de tout. Les deux profitent de leur début de soirée pour discuter un peu de celle de la veille, mais aussi, bien entendu, pour parler de celle à venir. Et justement, c'est à ce moment-là que Emma les rejoint. Et il s'agit en fait d'une amie à Tom que Rémi, lui, ne connaît pas du tout. Et au fur et à mesure de la conversation, Rémi comprend que c'est chez elle que va se dérouler la pool party. Sauf que, bien entendu, il est pour l'instant beaucoup trop tôt. Le trio décide donc d'aller dans une foire à manège pas très loin du restaurant et dans cette foire, ils vont passer quand même un bon petit moment. Tout se passe très bien, ils vivent quelques bons instants dans cette fameuse foire et c'est vers 23h30 que cette dernière ferme. Mais bon, petit détail à savoir, en allant à cette foire, ils se sont vraiment éloignés de la maison de Emma dans laquelle doit se dérouler la soirée. Tout naturellement et par flemme de marcher, les trois compères appellent un Uber et c'est à partir de là que la soirée prend une tournure complètement étrange. Et on insiste là-dessus, c'est vraiment toute l'histoire qui devient très chelou. Alors que dans la voiture, Tom et Rémi se régalent de bonbons et de barres chocolatées, le décor change. Une immense forêt s'étend devant eux et ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une forêt tristement connue dans le quartier pour être une forêt au passé sinistre. Des meurtres y ont déjà eu lieu et certaines personnes auraient déjà eu l'intention de sauter la vie. La tension s'installe et la descente aux enfers commence. Tom et Rémi ont l'impression que c'est un guet-apens, ils ont l'impression que le Uber ne les laissera jamais descendre, mais heureusement, après quelques minutes, ils s'arrêtent enfin et les trois amis parviennent sains et saufs. Juste à côté de la fameuse forêt, une grande résidence s'impose et apparemment c'est bien la maison de Emma que ni Tom ni Rémi n'avaient jamais vue. Mais là, cette dernière, en retournant complètement sa veste, leur annonce tout simplement un énorme coup dur. En les regardant droit dans les yeux, elle leur dit simplement que la soirée est annulée et qu'elle va tout simplement rentrer chez elle, laissant les deux amis plantés là au bord de la forêt. Bien entendu, et on peut le comprendre, ils sont complètement dégoûtés, surtout qu'ils ont pris un Uber pour rien et qu'ils doivent maintenant repartir. Apparemment, pour les rejoindre un peu plus tôt dans la soirée et pour se rendre au restaurant, Emma avait pris à peu près 10 minutes de marche à travers la forêt. Elle leur indique donc quel chemin emprunter et après 5 minutes, vers minuit 30, les deux garçons se retrouvent livrés à eux-mêmes.
élément très étrange de la soirée, en regardant derrière eux, ils voient que Emma saute par-dessus le portail pour rentrer chez elle. À ce moment-là, Tom se rend compte qu'il ne la connaissait pas si bien que ça et plus rien n'a de sens. Mais les deux amis sont concentrés sur un seul objectif, rentrer chez eux. Prenant donc leur courage à deux mains, ils décident donc, non sans une petite boule au ventre, de s'enfoncer dans cette sombre forêt. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance est plus qu'angoissante. Les deux potes ont littéralement l'impression de se promener dans un film d'horreur angoissant alors que les minutes défilent de plus en plus. Et au bout d'un moment, en regardant leur montre, ils se rendent compte que ça fait 30 minutes qu'ils marchent et non pas du tout 10 minutes comme leur avait annoncé Emma. La vérité est difficile à prononcer, mais ça y est, Tom et Rémi se rendent compte qu'ils sont bel et bien perdus. Complètement paniqués, c'est une lueur d'espoir qui se révèle enfin devant eux parce qu'ils voient un grand tunnel désaffecté qui leur fait face et il semblerait qu'une légère lumière est en train de vaciller dedans. Et coup de bol, cette lumière c'est celle émise par la lampe torche d'un homme marchant dans le couloir. Ils n'ont pas vraiment le choix vu leur situation. Rémi se met à crier pour demander de l'aide à cette personne qu'ils ne connaissent pas du tout. Et c'est là que la situation dégénère complètement. Sans prononcer le moindre mot, l'homme se retourne vers eux et se met à courir à toute vitesse dans leur direction. Ni une ni deux, les deux amis échangent un regard et se mettent à sprinter totalement au hasard dans la forêt dans le seul but de lui échapper parce qu'ils le sentent, il est vraiment dangereux. Alors qu'ils sont en train de courir à pleine allure, ils entendent derrière eux que l'homme hurle de toutes ses forces et que ce dernier continue également à courir. Heureusement, au bout d'un moment, les deux amis tombent de manière totalement hasardeuse sur un chemin. Ils se mettent donc toujours en courant à le suivre sans se lâcher. Et finalement, ce n'est qu'à environ 3h30 du matin, complètement épuisés et éprouvés, que les deux garçons émergent enfin de la forêt. Complètement secoués et exténués par cette aventure, ils rentrent finalement chez eux. Après cette fameuse soirée qui a complètement dégénéré, ils vont beaucoup en reparler et également apprendre que ce ne sont pas les amis de Emma qui avaient annulé la soirée, mais bien elle-même. Ça ne fait plus aucun doute, il s'agit bien de la soirée la plus étrange que les deux amis ont passée de leur vie. Le mystère reste entier et les deux amis se demandent encore aujourd'hui ce qu'il se serait passé si l'homme les avait réellement rattrapés. Bon, on vous prévient, le récit qui suit est court mais impactant. Pour cette troisième et dernière histoire, nous allons voyager au fin fond de l'est du Texas. Thierry, étudiant au lycée, travaille également tard la nuit dans un Pizza Hut local. Et quand on dit qu'il travaille tard, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui ferme l'enseigne. Et d'ailleurs, il a un rituel, celui de toujours envoyer un message à son père pour lui signifier qu'il est sur le chemin du retour. C'est pas seulement pour rassurer ses parents, mais c'est aussi pour vérifier s'ils sont encore éveillés. Si le silence règne, Thierry emprunte le long chemin de retour pour rentrer chez lui directement, et s'ils sont réveillés, il fait un petit détour pour aller les voir. Mais vous allez voir dans l'histoire que Thierry nous raconte, tout ne se passe pas du tout comme prévu. Au début, la routine est respectée. Il vérifie les caisses du restaurant, il ferme le bar à salade, puis ferme l'enseigne. En parallèle de tout ça, il envoie un message à ses parents, mais aucune réponse. Vous avez donc compris sa démarche, il est donc fixé, il prend le long chemin du retour pour rentrer directement chez lui. Et alors qu'il roule sur cette fameuse route peu empruntée, une découverte inhabituelle attire son attention. Une boîte à outils trône au milieu d'un petit chemin de terre. Intrigué, il décide de s'arrêter devant cet étrange obstacle. En ouvrant la portière, Thierry remarque que la lumière de ses phares n'est pas la seule à percer l'obscurité. Des phares qui sont plus petits émergent d'une allée parallèle à la sienne. Complètement méfiant et sentant que quelque chose ne va pas, il décide de se rasseoir dans sa voiture, maintenant sa portière entrouverte, prêt à fuir à la moindre alerte. Et c'est là que soudain, un homme vêtu d'un costume de clown, son visage dissimulé derrière un masque, apparaît juste à côté de la boîte à outils. À sa grande stupeur, Thierry remarque un fusil de chasse dans les mains de l'étrange individu. Le regard figé dans celui de Thierry, le clown armé se retourne lentement, dévoilant ses intentions sinistres. Et alors que la scène ne se déroule qu'en quelques secondes, il porte le fusil à son épaule et commence à viser dans la direction de la voiture. Bien entendu, vous l'imaginez bien, c'est pile à ce moment-là que sans attendre, Thierry met sa voiture en marche, s'enfonçant dans le fossé latéral de la route. Alors qu'il démarre à toute vitesse et que ses pneus grincent sur le sol, un bruit sourd de tir se fait entendre à l'arrière du véhicule.
l'homme vient littéralement de Thierry. En plein boost d'adrénaline, Thierry parvient enfin à s'échapper de la situation et à s'enfuir avec sa voiture. Complètement sous le choc de ce qui vient de se passer, il ne regarde même pas dans le rétroviseur tellement il craint de se refaire tirer dessus. Heureusement, les conséquences ne sont que matérielles. Revenu chez lui et de retour dans sa safe place, il se glisse tranquillement dans son lit, gardant le silence de cette rencontre étrange, préférant oublier cette nuit troublante. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les années ont passé, mais la mémoire de cette nuit reste gravée dans l'esprit de Thierry. Il n'a jamais su ce que cherchait cet homme déguisé en clown, pourquoi est-ce qu'il lui avait tiré dessus sans rien attendre, mais depuis, à chaque fois qu'il est ressorti de son travail, il a toujours croisé les doigts de toutes ses forces pour ne pas recroiser cet individu. Jusqu'à ce jour, cette rencontre demeure enfouie dans les coins sombres de sa mémoire, telle une ombre fugace dans la nuit texane. Cette première histoire concerne Nicolas, un jeune homme de 24 ans, passionné de kung-fu et propriétaire d'un appartement situé au 3e étage. Et c'est dans celui-ci que commence cette histoire angoissante, 6 jours avant l'apparition d'un certain homme dont vous allez entendre parler évidemment plus tard. Nous sommes en novembre, Nicolas a une routine tout à fait banale, mais vous allez voir qu'elle va rapidement devenir étrange. Un soir, après avoir fait les courses, Nicolas rentre chez lui et découvre que sa porte n'est pas verrouillée. Pourtant, il en est sûr, il l'a bel et bien fermée en partant. Bref, malgré ça, et pas plus inquiet, il nous rappelle qu'il est de nature un peu tête en l'air et donc il passe très vite à autre chose. Mais bon, par précaution quand même, tel un détective, il marche doucement dans l'appartement en inspectant un peu partout. Jusqu'au moment où il tombe, tenez-vous bien, sur son chien. On est d'accord, ce n'est pas du tout effrayant, mais un élément va tout de même accentuer le côté angoissant qu'il ressent depuis quelques minutes. Son chien, un magnifique Shiba Inu, a l'air légèrement effrayé et s'est même lâché dans le salon. Ce n'est pas si grave et ça pourrait être assez banal en soi, mais pour Nicolas, c'est un signal d'alerte. Son chien ne fait jamais ça et n'a jamais ce comportement. Histoire de détendre un peu son chien, encore effrayé, Nicolas décide de faire une petite promenade avec lui pour l'apaiser et heureusement, ça semble marcher. Même si au final, dans un coin de sa tête, le mystère persiste. Mais vous allez voir, ce n'est pas le seul élément étrange qui va arriver dans les jours qui vont venir. Le soir même, le jeune homme de 24 ans se réveille en sueur après avoir fait un giga cauchemar. Tout en stress, il décide de se lever, va dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et là, encore un élément étrange. Il a l'impression que sa vaisselle a bougé, que les assiettes, les couteaux ne sont plus à l'endroit où il les avait vus la dernière fois. Bon, à ce moment, l'histoire devient vraiment de plus en plus étrange et ça commence à inquiéter sérieusement Nicolas. Surtout qu'il a prévu de partir quelques jours chez sa petite amie, laissant ainsi son appartement inhabité. Et bien entendu, si vous vous posez la question, il part avec son chien. Et donc, un peu stressé, avant de partir, Nicolas décide de faire installer en urgence une caméra de surveillance dans son salon. C'est donc ce qu'il fait et finalement, ça le rassure plutôt bien. Une fois chez sa copine, il profite de ces quelques jours et en rentrant, il n'a qu'une seule hâte, vérifier les caméras de surveillance. Et là, vous l'aurez compris, à sa plus grande surprise, il n'y a absolument rien d'étrange qui a été filmé par la caméra. Alors que c'est censé totalement le rassurer, Nicolas ne sait pas pourquoi, mais son étrange sensation persiste. Et c'est peu de le dire, parce qu'elle est même encore pire qu'avant. Et quelques jours plus tard, alors qu'il est toujours un peu perturbé, Nicolas rentre chez lui, ressentant un malaise diffus. La journée se déroule normalement, mais c'est malheureusement la nuit qui va prendre une tournure sinistre. Il est à peu près minuit, le jeune homme est en train de dormir à point fermé. Mais malheureusement, cette nuit calme et de tout repos ne va pas durer. Il est d'un coup en proie à un énorme cauchemar dont il n'arrivera pas vraiment à se rappeler par la suite. Et tout ce dont il se souvient, c'est que d'un coup, il se réveille en sursaut et s'assoit sur son lit complètement transpirant. Mais ce qu'il voit maintenant qu'il est réveillé est une vision bien plus cauchemardesque. La fenêtre de sa chambre est ouverte et devant lui, un homme est debout en train de le regarder. Pire encore, l'homme tient un couteau dans sa main, un couteau qui provient de la cuisine de Nicolas. Complètement paniqué, mais soudainement très lucide et déterminé à se défendre, Nicolas attrape son chien, le lance dans les toilettes et referme la porte, puis il saisit un balai et en fait une arme improvisée
pour affronter l'intrus. L'homme armé du couteau attaque en sautant sur Nicolas et c'est une lutte qui s'ensuit, mais finalement Nicolas parvient à lui donner un grand coup de balai à la tête, ce qui va l'étourdir. Complètement acculé et maintenu en joue par Nicolas dans un coin de la pièce, l'homme lance le couteau d'un coup sur lui et saute par la fenêtre pour s'enfuir. Mais on vous le rappelle, on vous l'a dit au début de l'histoire, Nicolas est au 3e étage de l'immeuble. L'homme a donc fait une chute de plus de 8 mètres. Mais en regardant par la fenêtre, au moment du grand saut, Nicolas voit que l'homme arrive à se relever malgré tout et à partir en courant. Quelques instants plus tard, la police intervient et découvre dans le sac que l'homme a oublié de prendre et qu'il a laissé chez Nicolas qu'il y avait une corde, de l'essence, des bougies et même de la peinture rouge. Personne ne sait vraiment à quoi tout cela aurait servi, mais Nicolas, lui, a son hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, on vous laisse en juger en commentaire. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins d'un rituel satanique en préparation dont il aurait été la victime. Finalement, l'enquête se poursuit, mais Nicolas reste sans nouvelles de l'homme ou des développements de l'affaire. L'angoisse persiste, laissant le jeune homme avec un sentiment d'incompréhension et de vulnérabilité. Avec du recul, il nous précise que la pratique d'un art martial l'a énormément aidé dans cette situation, le poussant à réagir vite sans succomber à la panique. Aujourd'hui, la menace semble très lointaine, mais l'ombre de cet événement traumatique plane encore, laissant Nicolas dans l'attente d'une conclusion à cette terrifiante histoire qu'il n'aura peut-être jamais. La deuxième histoire de notre épisode de ce soir est racontée par Lucie, une adolescente de 14 ans qui nous dit tout de suite « Elle est avide de frissons et de mystères ». Passionnée par les récits d'horreur en tout genre ainsi que d'enquêtes criminelles, elle s'est récemment installée avec sa mère dans un nouvel immeuble de 4 étages. Bien entendu, et c'est plutôt logique, celui-ci est équipé d'un ascenseur et d'escaliers comme tout lotissement qui se respecte. Et il faut savoir quelque chose sur Lucie, elle a toujours eu un bon instinct. Sans trop savoir comment, elle a toujours réussi à ressentir les situations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et là, dans notre cas de ce soir, cette nouvelle résidence ne lui dit vraiment rien. Elle n'arrive pas du tout à l'expliquer, mais elle ne la sent vraiment pas du tout. Que ce soit en pleine nuit bien entendu, mais même en plein jour, que ce soit dans les couloirs ou dans les escaliers, elle se sent toujours observée. Et cette sensation étrange persiste au fil du temps. Mais bon, au final, malgré ses inquiétudes, elle ne prête pas immédiatement attention à ses impressions, attribuant son malaise à une paranoïa grandissante nourrie par ses écoutes régulières de podcasts horrifiques. Mais même si elle arrive à relativiser du mieux qu'elle peut, elle fait toujours en sorte d'être la moins possible seule dans les couloirs de la résidence. Mais un jour, malheureusement, l'ascenseur tombe en panne, obligeant ainsi Lucie à affronter les escaliers du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée. En plus de ça, ce n'est pas tout parce que sa mère lui demande aussi de descendre à la poubelle, ce qui provoque donc un détour par le sous-sol avant d'aller en cours. En soi, c'est une descente anodine, mais vous allez voir, ça va prendre une tournure inquiétante. Lucie nous dit qu'elle imagine qu'on sait très bien à quoi ressemble un sous-sol d'immeuble, mais tout de même, elle a envie de nous décrire celui-là. Le sous-sol est très sombre, et la seule lumière qu'il y a dans celui-ci s'allume via un interrupteur manuel. Il n'y a donc pas de détecteur de présence et la lumière ne s'éteint pas après un laps de temps. Il faut donc impérativement réappuyer sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Mais bref, revenons-en à Lucie. Alors qu'elle est dans l'ascenseur, encore une fois, elle ne sait pas pourquoi, mais son cœur se met à battre plus fort que d'habitude. Elle stresse, elle a des gouttes de sueur qui coulent le long de sa nuque, vraiment elle n'est pas bien du tout. Tout de suite, elle se précipite sur l'interrupteur pour allumer la lumière, et malgré son étonnement, eh bien il n'y a rien du tout, elle est toute seule. Doucement, elle se dirige donc vers les poubelles, et alors qu'elle est en train d'avancer, les lumières s'éteignent. Tout de suite, elle lâche les sacs à côté des poubelles, elle sprinte vers l'ascenseur, le cœur battant à toute allure. Et une fois de retour dans celui-ci, elle revient au rez-de-chaussée et enfin sort de cet immeuble qu'elle trouve vraiment maudit. Mais bon, comme d'habitude, après quelques minutes de marche dehors, Lucie relativise et commence presque à se sentir ridicule en se disant que ce n'était probablement rien et que ce n'était certainement qu'un dysfonctionnement au niveau du réseau électrique. Bref, après ça, 2 semaines de quiétude s'ensuivent et Lucie ne juge pas du tout utile le fait de partager cette étrange expérience avec sa mère. Mais quand même, l'ombre du mystère persiste dans l'arrière-plan de son quotidien. Et c'est donc après 2 longues semaines que pour la 2e fois, sa mère lui demande de descendre les poubelles. Bien entendu, elle y va, mais cette fois avec une appréhension encore plus accrue. Une fois arrivée au sous-sol et les portes ouvertes, elle attend quelques secondes et s'arrête pour écouter. Et tout ce qu'elle entend, c'est le silence oppressant du sous-sol.
Légèrement rassurée mais pas trop, elle va donc jeter sa poubelle et c'est alors qu'elle retourne vers l'ascenseur que pour la deuxième fois, la lumière s'éteint. Sauf que cette fois, elle entend distinctement le son de l'interrupteur provenant de derrière elle du local poubelle. Lucy le comprend donc, cette fois c'est sûr, elle n'est pas toute seule. La peur prend le dessus, elle se met tout de suite à courir le plus vite possible vers l'ascenseur. Et ce qu'elle craignait le plus arrive, elle entend derrière elle des pas résonner alors que quelqu'un semble courir pour essayer de l'attraper. Au moment où elle entre dans l'ascenseur, elle voit comme au ralenti un homme désordonné derrière elle, la fixant du regard et essayant de l'attraper. N'hésitant même pas une seconde, elle appuie le plus frénétiquement possible sur le bouton de l'ascenseur du rez-de-chaussée et heureusement, les portes se ferment avant que l'homme ne puisse se mettre entre elles. Et alors que les portes sont en train de se fermer, Lucy entend un hurlement de rage juste derrière celle-ci. Arrivée au rez-de-chaussée, Lucy se dit qu'en fait, l'homme il peut très bien monter par les escaliers. Elle referme donc la porte, appuie sur le bouton de son étage et se réfugie dans celui-ci le plus vite possible. En arrivant complètement paniquée, elle saute dans les bras de sa mère, partageant enfin l'épisode le plus terrifiant qu'elle n'avait jamais vécu de sa vie. Et heureusement, elle est prise au sérieux, sa mère contacte immédiatement la police et les révélations qui suivent glacent le sang. Les caméras de surveillance du sous-sol révèlent la présence d'un homme vivant dans celui-ci depuis des semaines avant le premier incident de Lucy. Caché dans l'ombre du local poubelle, il a à chaque fois bel et bien joué avec les nerfs de Lucy en éteignant les lumières lors de ses passages dans le sous-sol. Et le truc le plus flippant dans toute cette histoire, c'est qu'il ne le fait que quand Lucy vient. Mais malheureusement, ce n'est même pas le pire, parce qu'à la deuxième tentative, on peut nettement voir sur les vidéos des caméras de surveillance qu'il a dans une main un couteau et dans l'autre une corde. Et ce sont en fait deux éléments que Lucy n'avait pas eu le temps de voir pendant sa course. Heureusement, les policiers parviennent à intercepter cet homme qui avait déjà eu un passé agressif et des affaires avec la justice. Lucy, malheureusement, est complètement traumatisée par cette expérience et donc elle commence un long processus de guérison cherchant le soutien d'un psychologue pour surmonter les séquelles de cette rencontre sinistre. Et la dernière chose qu'elle finit par nous dire, c'est qu'elle n'arrive plus à être toute seule dans une pièce lorsqu'il n'y a pas de lumière. Bon, on vous prévient, cette troisième histoire est vraiment très différente des autres. Et pour la comprendre, il faut revenir en cette journée de juin 2018, une journée ensoleillée très inspirante. En fait, elle est même parfaite pour une promenade dans les bois près du campus d'une université. Et c'est Antoine, un jeune homme en quête d'air frais et de tranquillité, qui décide de s'aventurer dans la forêt en ce jour particulièrement radieux. Alors qu'il marche depuis une vingtaine de minutes, il entend un son assez lointain. Et cette mélodie, il a l'impression qu'elle provient d'un tambour. Le son est assez attrayant, plutôt atypique, et donc ça attire sa curiosité. Il faut savoir que de base, Antoine est quelqu'un qui se décrit comme étant vraiment curieux et très sociable. Donc aller voir des gens, leur parler et essayer d'en savoir plus sur eux, c'est vraiment quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Et cette fois-là ne déroge pas à la règle, car il se laisse guider par la mélodie plutôt enchanteresse. Et bientôt, il arrive à la source du son. Cette dernière provient d'un haut-parleur de poche, à côté duquel se tient une dame dansant avec enthousiasme en plein cœur de la forêt. Cette femme, habillée de manière excentrique et arborant un sourire chaleureux, se présente comme étant Lana. Intrigué par cette scène plus qu'inattendue, Antoine décide d'engager la conversation avec elle. Elle commence donc à lui partager sa passion pour la danse du ventre en plein air, expliquant comment les bruits de la nature ajoutent une touche unique à sa performance. Et tout en disant ça, Lana sort une bouteille plutôt bizarre de son sac. L'étiquette est arrachée et dedans il y a une boisson d'une couleur un peu étrange qui fait qu'Antoine n'arrive pas vraiment à la reconnaître. En le regardant dans les yeux, sourire aux lèvres, elle lui propose tout simplement d'y goûter. Et comme on vous l'a dit au début, Antoine est curieux et donc il accepte en prenant une bonne gorgée. Après ça, il s'assoit tranquillement sur une souche à proximité et il se met à observer la danse envoûtante de Lana. Cependant, au fil du spectacle, une étrange sensation s'empare de lui. Ses membres semblent s'alourdir et ses tentatives pour détourner le regard ou bouger tout simplement échouent. Comme complètement hypnotisé, il se trouve incapable de résister à la danse envoûtante de Lana, dont les mouvements captivent son attention. Lana, remarquant l'effet de sa danse, se rapproche doucement d'Antoine, qui n'arrive maintenant plus du tout à bouger. L'espèce de fascination qu'il ressentait auparavant est maintenant transformée en une pure frayeur. Antoine sent une panique l'envahir alors que la musique qu'il entendait jusque-là le terrifie jusqu'au moment où il sombre dans l'inconscience. Quelques instants après, Antoine reprend connaissance allongé dans l'herbe.
Lana a complètement disparu, laissant derrière elle des traces de pas, affirmant bien que ce n'était pas du tout un rêve. Secoué par cette expérience troublante, Antoine se relève, sort son téléphone pour regarder l'heure, mais il ne trouve pas son téléphone. En fouillant frénétiquement dans ses poches, il s'en rend également compte que son porte-monnaie n'est pas là non plus, ni sa montre d'ailleurs. En constatant qu'il venait certainement de se faire voler par celle qui se faisait appeler Lana, il quitte rapidement les bois, l'esprit tourmenté par cette rencontre presque surnaturelle. Mais malheureusement, les jours passent et Antoine ne retrouvera jamais ses affaires, ni cette fameuse danseuse qui lui a fait boire une liqueur mystérieuse. Encore aujourd'hui, il a beaucoup de mal à être pris au sérieux lorsqu'il raconte cette histoire tellement elle paraît hors du commun. Mais pour lui, ce récit qui à la base partait très bien, lui a laissé une marque indélébile dans l'esprit. Il ne comprend pas du tout ce qu'il s'est passé, il a l'impression d'avoir été drogué par cette boisson étrange et même d'avoir été hypnotisé par la danseuse. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels, mais Antoine n'oubliera jamais cet épisode de sa vie qui reste à ses yeux un mystère à tout point de vue. Bon, on reçoit énormément de témoignages que vous, les abonnés, nous racontez directement. Ne vous en faites pas, on va très vite en faire une ou plusieurs vidéos spéciales dédiées, mais ce soir, on va tout de même vous en raconter l'une d'entre elles. Cette histoire se déroule dans une petite ville en bord de Loire. Andrea est en primaire quand l'histoire se déroule et la première personne dont elle nous parle, c'est sa meilleure amie Emma. Ensemble, elles adorent explorer les rues de la ville, se balader, etc. Mais il y a un élément particulier dans leur ville qui a toujours attiré leur attention, une grande maison abandonnée. Vous l'imaginez bien, leur passion pour les explorations, mêlée avec leur fascination pour cette maison, fait qu'un samedi après-midi, Andrea propose à Emma d'explorer cette mystérieuse demeure. Et c'est avec un petit passage en chemin de terre sur le côté de la maison qui constitue le début de leur aventure. Malgré toutes les ronces qui jonchent le chemin, elles parviennent tout de même à atteindre le jardin de la maison et là elles constatent qu'il est vraiment négligé depuis très longtemps. Mais au moins de là où elles ont une très belle vue. Par exemple, elles voient qu'il y a énormément de fenêtres dans la maison, ce qui traduit donc un très grand nombre de pièces. Mais petit détail intéressant, l'une des fenêtres est ouverte, offrant ainsi une invitation implicite à explorer le lieu. Tout en essayant de planifier leur entrée, l'excitation de l'interdit se mêle à une ambiance franchement cool de bonne humeur. Mais alors que Andrea, ça y est, elle s'apprête à pénétrer dans le jardin, Emma, qui est en train de guetter un petit peu partout, la met en garde discrètement. Regarde discrètement la fenêtre. Complètement intriguée par cette phrase, Andrea regarde la fenêtre et c'est là qu'elle voit une dame. La peur s'empare d'elle, Andrea qui regarde Emma est déjà en train de réfléchir à comment s'excuser du fait qu'elle se soit introduite chez elle, mais lorsqu'elle se retourne vers la dame pour lui dire de loin, elle a complètement disparu. Malgré cette rencontre troublante, elle décide d'en profiter pour faire demi-tour, mais avant de partir, Andrea veut vraiment présenter ses excuses à la dame qu'elles avaient aperçue. En fait, la maison est vraiment dans la rue dans laquelle elle habite et donc elle a vraiment peur de se faire gronder par ses parents. Les deux filles décident donc de se diriger vers la porte principale, toc, mais personne ne répond. C'est à ce moment-là qu'un voisin, un papy du quartier, s'approche et leur demande la raison de leur présence. Andrea lui explique donc la situation, elle lui explique son intention de s'excuser auprès de la dame habitant dans la maison, mais là le vieil homme, étonné, leur fait une révélation troublante. Mais les filles, personne n'est ici. Ça fait bien longtemps que la maison est abandonnée. Il n'y a même personne qui vient l'entretenir. C'est très étrange et complètement sûr d'elle, les filles insistent, elles commencent même à décrire au vieil homme l'allure de la dame, sa posture, etc. Et c'est là que le vieil homme leur annonce que c'est absolument impossible, parce que cette dame qu'elles sont en train de décrire correspond à celle qui avait perdu la vie il y a bien longtemps dans cette maison. Les deux filles sont complètement choquées par cette révélation, elles ne comprennent pas vraiment ce qu'il vient de se passer. Malheureusement, elles n'auront jamais de réelle réponse sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et encore aujourd'hui, elles se demandent toujours si l'homme cherchait simplement à les effrayer ou si ce jour-là, elles avaient été témoins d'une manifestation de l'au-delà.